Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Et d'abord, les premiers signes de recul de la pneumopathie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas commence à diminuer à Hong Kong, à Singapour, au Vietnam et au Canada, mais pas en Chine. En France, 2 journalistes qui avaient accompagné Jean-Pierre Raffarin à Pékin ont été placés en quarantaine. La Pax Americana, la paix américaine, prend ses marques en Irak. Première grande réunion des opposants à l'ancien régime à Bagdad. Les participants sont tombés d'accord pour organiser un congrès général d'ici 1 mois. Il s'agira de fixer les règles de formation d'un gouvernement intérimaire. En France, une réforme pour aider les familles surendettées. Elles pourront être déclarées en faillite comme les entreprises. Objectif, effacer les dettes et repartir à zéro. Y a-t-il un risque de déresponsabilisation? 3 questions à Nadia Rousseau du Secours Populaire. Bonsoir et à tout à l'heure. Le cannabis et ses effets devant la justice. 4 jeunes ont été condamnés à des peines de 4 à 12 mois de prison avec sursis. Ils avaient fait fumer un joint à un de leurs camarades qui s'était ensuite grièvement blessé en se jetant par la fenêtre. Enfin, l'espace et les révélations du plus puissant trou noir jamais identifié. Une équipe de chercheurs a mis au jour les nouveaux mécanismes de création des étoiles. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous évoquons l'inquiétude provoquée par la pneumopathie. Eh bien, voici la première éclaircie. L'épidémie aurait atteint un pic et le nombre de cas est en diminution dans la plupart des pays concernés. À une exception près, elle est de taille, la Chine, berceau du virus. Nathalie Sapena. Une bonne nouvelle sur le front de la pneumopathie. Le Vietnam n'a pas connu de cas depuis 20 jours, 2 fois la durée de l'incubation. C'est le premier pays qui réussit à maîtriser l'épidémie. Une victoire pour l'Organisation mondiale de la santé dans la lutte contre ce virus qui a fait 5400 malades et 320 morts, soit un taux de décès de 6%. En Asie, 9 cas sur 10, la maladie semble ralentir. Il y a moins de nouveaux malades, en particulier à Hong Kong. Mais en Chine, l'épidémie continue à flamber, avec plus de 3000 cas et 139 décès. Et dans ce pays, le pic n'est pas encore atteint. Pour l'OMS, c'est le principal danger. Si la Chine ne parvient pas à l'endiguer, la pneumonie continuera longtemps à menacer le monde. À Toronto, capitale financière du Canada, la nouvelle a évidemment été accueillie avec soulagement. L'épidémie a déjà fait 21 morts dans la région, mais elle n'a pas vraiment modifié la vie quotidienne. Envoyés spéciaux Sophie Mézel, Yann Moine. Comment se douter à l'arrivée à l'aéroport de Toronto que cette ville est considérée comme l'une des destinations les plus à risque du moment d'après l'OMS? Aucun signe n'évoque l'épidémie de SRAS, si ce n'est ces affichettes qui signalent aux voyageurs provenant d'Asie la démarche à suivre au moindre signe suspect, fièvre ou toux. Mais rien pour rappeler que le Canada a enregistré 21 morts de la pneumopathie, la majorité venant de Toronto. La maladie a pris racine à Chinatown, la plus grande communauté asiatique de toute l'Amérique du Nord, après San Francisco. Elle compte 250 000 âmes. Le quartier est stigmatisé. Habituellement noir de monde, il est aujourd'hui quasiment déserté. Cela n'incite pas pour autant les promeneurs à porter un masque. Les gens ont peur, mais personne n'en porte, constate aussi cette femme. Pour la patronne, c'est simplement parce que personne n'est malade à Chinatown. La méthode Coué ne doit pas marcher si bien que ça. Le chiffre d'affaires des commerces a chuté de 50% depuis 1 mois, et rares sont les Canadiens non asiatiques à s'aventurer par ici. Celui-ci dit qu'il vient à Chinatown 2 fois par mois et que généralement il a du mal à rentrer dans le restaurant tellement il y a la queue. Aujourd'hui, il pense qu'il n'y a pas de problème, mais qu'au contraire, c'est même un bon moment pour venir. Pour voir des gens porter des masques, il faut se rapprocher des hôpitaux qui traitent des cas de SRAS. Celui-ci avait été placé en quarantaine, il rouvre au public aujourd'hui au compte-gouttes et les admissions s'opèrent sous bonne garde. Mais le nombre de malades décroît et la ville reste optimiste. Et d'ailleurs, pour se montrer solidaire, le Premier ministre Jean Chrétien tiendra demain sa réunion de cabinet à Toronto, plutôt que dans la capitale fédérale, Ottawa. Aujourd'hui, c'est toute la ville de Toronto et en particulier son économie qui est suspendue à la décision de l'OMS. Toronto restera-t-elle longtemps une ville à éviter absolument? La réponse probablement demain. Oui, une seule exception donc à ce reflux, la Chine. 8 nouveaux morts aujourd'hui. Pour la seule ville de Pékin, on compte 7000 personnes consignées chez elle. Et plusieurs grands établissements publics ont été placés en quarantaine. Dernier en date, l'université. Sur place, Philippe Rochaud, Sylvain Gioub. Ceux-là ont réussi à passer à travers les mailles des contrôles à l'université et prendront dans la journée un train pour leur province natale. Sur les 300 000 étudiants de Pékin, plus de 100 000 ont déjà quitté la capitale, de peur d'être coincés par les mises en quarantaine qui se multiplient. À l'Université du Peuple, les étudiants sont en quarantaine au moins jusqu'au déroulement des examens.
Personne ne rentre et personne n'en sort, sauf autorisation spéciale pour raison majeure, afin d'éviter de propager le virus. Ma femme fait ses études ici et on rentre en Norvège demain. Le gouvernement chinois nous a dit qu'il rembourserait le dernier semestre, mais je n'ai pas le droit de rentrer à l'intérieur. À l'université des transports, un bâtiment est aussi en quarantaine car plusieurs étudiants présentent les symptômes du SRAS. Résultat, l'université est sous haute surveillance. Or, des étudiants étrangers, des Nigériens, se trouvent encore ici et sont contraints de porter le masque à l'intérieur. On a les masques, c'est-à-dire que lorsque c'est dans l'air libre, on n'a pas besoin de porter les masques. Mais lorsque, par exemple, je ne sais pas, un contact comme ça, peut-être on peut porter, juste pour se prévenir, quoi. Les cas qui ont été rapportés, c'est du côté des étudiants chinois et nous n'habitons pas ensemble. Ils habitent un peu loin de nous, donc chez les étudiants étrangers, il n'y a pas de problème. L'université de Beida, la plus célèbre université de Pékin, d'où sort l'élite de la Chine nouvelle, tourne au ralenti, au rythme des absences des professeurs et des étudiants, obligés de prendre 2 fois par jour leur température. Il suffirait d'y découvrir un cas pour qu'elle soit elle aussi placée en quarantaine. On chiffre aujourd'hui à plus de 7000 le nombre des habitants mis en quarantaine à Pékin. Mais on ne pourra jamais bloquer cette cité de 12 millions d'habitants, dont la moitié des gens sont encore restés ici. En France, des nouvelles de cette école primaire du 15e arrondissement de Paris, où les parents d'élèves s'inquiétaient du retour d'un enfant qui avait passé ses vacances en Chine. Eh bien, ils ont été entendus, les cours ont repris sans cet élève. On ne sait pas à quelle date il retrouvera la classe. Et à ce propos, notez que Jean-Pierre Raffarin, il y a quelques instants, a condamné toute forme d'ostracisme ou d'exclusion vis-à-vis de tous ceux qui viennent des pays concernés par la pneumopathie et qui ne présentent aucun des symptômes identifiés. Jean-Pierre Raffarin, lui-même de retour de Pékin, qui a repris ses activités sans précaution particulière, mais 2 des journalistes qui l'ont accompagné ont été placés, je vous le disais, en quarantaine par leur direction. Il s'agit de confrères d'Europe 1 et de France Inter. Ils ne retrouveront leur bureau que dans quelques jours. L'actualité internationale, et avant d'aller en Irak, des nouvelles d'un autre pays classé sur l'axe du mal par les États-Unis. Il s'agit de la Corée du Nord. Les autorités avaient confirmé récemment qu'elle détenait bien des armes nucléaires. Eh bien, on a appris aujourd'hui que le régime communiste accepterait de suspendre ce programme nucléaire et même d'accueillir des inspecteurs en désarmement. Gilles Rabin. Bien que la Corée du Nord reste en état de mobilisation générale, depuis qu'elle a entamé un bras de fer avec les États-Unis, elle a proposé un marché sur ses missiles nucléaires. Marché dont on ne connaît pas la teneur, mais qui a été bien accueilli. Ils ont mis un plan sur la table qui permet de négocier autour de leur capacité nucléaire et de leur production de missiles. Mais bien sûr, ils attendent quelque chose de consistant en échange. Ce qu'ils attendent, en gros, on le sait déjà. Des garanties de non-agression de la part d'une Amérique qui a rangé la Corée du Nord dans l'axe du mal. Dès qu'il a compris que les États-Unis attaqueraient l'Irak, le dictateur communiste nord-coréen a annoncé la relance de son programme nucléaire militaire. Une opération de dissuasion pour la Corée du Nord, un bluff peut-être, mais une menace majeure pour les États-Unis qui ont 36 000 soldats en Corée du Sud tout près et qui pensent que la Corée du Nord, elle, possède déjà 2 ou 3 bombes atomiques. La rapidité de la victoire américaine en Irak a-t-elle fait réfléchir la Corée du Nord? Peut-être. En tout cas, une longue, très longue négociation va s'engager avec une Corée du Nord qui non seulement possède des bombes nucléaires, mais aussi des missiles. L'Irak, précisément, avec ce premier pas, peut-être vers un règlement politique. Mais d'abord, on va voir comment s'est passé ce jour, pas comme les autres. Ce 28 avril était jusque-là célébré comme une immense fête nationale dans tout le pays. C'est l'anniversaire de Saddam Hussein et il n'est pas passé tout à fait inaperçu. Commentaire Hervé Guéquier. Le dernier carré, les ultimes fidèles de Saddam Hussein. À Tikrit, la ville natale du Raïs, ils sont encore quelques dizaines à fêter le 66e anniversaire du dictateur déchu, sous l'œil attentif des soldats américains. Nous célébrons Saddam Hussein et nous manifestons pour lui, malgré l'occupation militaire des Américains. Les États-Unis sont là et nous soutenons toujours Saddam. Quel contraste avec les grandes cérémonies de l'an dernier, toujours à Tikrit. Danse folklorique, gâteau d'anniversaire et défilé militaire. Il faut dire qu'il y a 12 mois, personne n'avait le choix, la fête était obligatoire, mais Saddam resta invisible.
Alors qu'en 1999, pour ses 62 ans à Bagdad, le président irakien voulait apparaître en père de la nation. Aujourd'hui, les Américains occupent le terrain. Ils ont les pleins pouvoirs, mais ils donneraient certainement très cher pour savoir si Saddam a pu fêter son anniversaire et surtout à quel endroit. Alors comment s'est déroulée cette journée anniversaire à Bagdad? Maintenant, envoyés spéciaux Stéphane Bretner, Frédéric Bonne. This year, no happy birthday to you of Saddam Hussein. Cette année, pas de mobilisation générale pour les 66 ans de Saddam Hussein. Rien dans le journal, ce ne sont pas les Bagdadis qui vont s'en plaindre. Cette date, elle est effacée de ma mémoire. Le 28 avril, c'était le jour de l'enfer. Tout ce qu'il y avait d'écrit sur Saddam Hussein, je ne le lisais pas. À Bagdad, il ne reste plus grand-chose de l'ancien président. Quelques morceaux de ferraille de ce qu'étaient les statues. Les portraits ont pris des couleurs, ou en ont un peu moins qu'avant. Méfiance tout de même, Saddam Hussein peut en cacher un autre. Il y a les symboles tenaces. Voici la mosquée Al-Nida, construite par l'ex-dictateur. Hauteur de la coupole 28 mètres, comme 28 avril. Les minarets 37 mètres, comme 1937, son année de naissance. Ali Hamid, le photographe, ne s'en soucie guère. Pour la première fois, sa devanture est vierge. J'étais obligé de mettre le grand portrait de Saddam sur la devanture avec écrit en dessous « Félicitations au président pour son anniversaire. Maintenant, terminé ». À l'université comme dans les ministères, c'était grande fête obligatoire. Mohamed Abdullah y avait droit tous les ans. Il y avait des chanteurs, des danseurs, des DJ, des gâteaux. Tous les membres du parti étaient à préparer. Aujourd'hui, c'est vide. Ça veut dire qu'il n'y a plus de président. Les Bagdadis auraient dû défiler ici en chantant joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'était concert de klaxon, une journée ordinaire. L'endroit où il fallait être le 28 avril, il se trouve derrière moi, c'est le palais présidentiel. Saddam Hussein y recevait avec faste enfants et dignitaires de tout le pays. Aujourd'hui, la fête a été annulée, le propriétaire est parti. Les Américains continuent de traquer les fidèles de l'ancien régime. Image ici de l'arrestation de proches du fils aîné de Saddam Hussein, Oudaï, sous les injures de la foule. Ces hommes sont soupçonnés de lui avoir fourni, entre guillemets, des femmes. Dans la maison, les soldats ont trouvé de l'argent, des sous-vêtements féminins et des armes. Le règlement politique de l'après-Saddam maintenant, opposants, chefs de tribus, dirigeants religieux, quelques 250 à 300 notables du pays étaient réunis à Bagdad autour de l'administrateur américain Jay Garner. Envoyés spéciaux Patrick Fandio, Guillaume Fautra. Au nom d'Allah, le miséricordieux, pour l'Irak de demain, quelques versets du Coran en ouverture ce matin de la conférence sur l'après-Saddam. Le maître de cérémonie, c'est lui, l'envoyé spécial du président Bush. Il vient présenter Jay Garner, nouveau patron de l'Irak, du moins son administrateur provisoire. Quelques applaudissements pour le général américain à la retraite, qui a invité près de 250 chefs de tribus et autres dignitaires de toutes les communautés. Il veut leur faire une promesse. Nous voulons créer en Irak les conditions qui nous permettront d'installer un gouvernement démocratique. Sur la démocratie, tout le monde semble d'accord. Sur les moyens d'y parvenir, ils n'ont pas fini d'en parler. Certains veulent tout balayer. D'autres souhaitent s'appuyer sur les structures et certains hommes de l'ère Saddam, sans compter les rivalités de pouvoir et les querelles de personnalité. Aujourd'hui, c'est une première étape pour atteindre notre objectif, une nouvelle autorité irakienne. Nous voulons la faire le plus vite possible, et ce n'est pas une question de semaines, mais plutôt de mois. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas été conviés à la réunion, ces religieux chiites qui se sont invités dans la rue pour clamer tout le mal qu'ils pensent d'un futur gouvernement qui ne se soumettrait pas à la loi islamique. Nous exigeons un État démocratique, mais qui fonctionne selon les règles de l'islam. Voilà ce que nous demandons, ni plus ni moins. Dans un mois devrait avoir lieu l'élection du Conseil des personnalités irakiennes qui assisteront l'administrateur américain. Le début d'un long processus démocratique à l'issue incertaine. Les Américains n'ont pas précisé aujourd'hui quand ils comptaient rendre le pouvoir aux Irakiens.
Oui, une instance qui s'appellera Conseil général national, qui se réunira donc d'ici un mois pour fixer les règles de formation d'un gouvernement intérimaire. Dans une autre résolution, les participants ont affirmé la responsabilité des forces de la coalition dans le maintien de la sécurité en Irak. Au même moment, le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld, en tournée dans la région, rendait hommage à ses soldats à Doha au Qatar. Il ne s'agit pas d'une tournée de la victoire, avait-il prévenu. L'ambiance en tout cas était bien celle-là. Étienne Lénard. Les soldats affectés au commandement central américain au Qatar ont réservé à Donald Rumsfeld un accueil digne des plus grandes stars. Le ministre de la Défense était venu leur dire merci et bravo, flanqué du commandant de l'opération, le général Tommy Franks, qui n'a pas eu de mots assez aimables pour remercier à son tour son supérieur hiérarchique. Merci d'avoir donné à nos troupes le soutien, les conseils, les moyens et les ordres nécessaires pour la victoire. Visiblement, le compliment met Donald Rumsfeld de bonne humeur. Sa tournée dans le golfe Persique durera une semaine et la victoire militaire en Irak l'incite au lyrisme. Pensez aux scènes auxquelles nous avons assisté. Des Irakiens libres qui renversent des statues de Saddam Hussein, qui embrassent les militaires de la coalition et fêtent leur liberté retrouvée. Cela entrera dans l'histoire, comme la chute du mur de Berlin et la libération de Paris. Nous ne resterons pas en Irak un jour de plus que nécessaire, a dit le ministre de la Défense, une façon de ne pas répondre à la question qui hante la plupart de ces soldats, la date de leur retour sur le territoire américain. Étienne Lénard, qu'on retrouve en direct. Bonsoir Étienne. Les États-Unis, on l'a compris, ne laissent rien au hasard. On a appris par exemple hier l'arrestation de l'homme qui s'était autoproclamé gouverneur de Bagdad. Oui, cet homme qui a été effectivement arrêté par les forces américaines s'appelle Mohamed Zubeidi. C'est un ancien opposant à Saddam Hussein. Il vivait à l'étranger. Et cet homme s'était donc, comme vous le disiez, auto-désigné d'une certaine manière il y a une dizaine de jours maire de Bagdad, mais il avait des contacts assez fréquents avec des membres américains de l'administration civile. Aujourd'hui, les États-Unis l'ont arrêté parce qu'ils considèrent que cet homme a donc voulu tirer un profit personnel du vide politique qui est en place actuellement en Irak. Le message en tout cas est clair, tous ceux qui tenteront d'exister à l'extérieur du processus démocratique que les Américains ont mis en place, eh bien tout cela seront marginalisés par la force s'il le faut. On se souvient des menaces que les Américains avaient proférées il y a quelques jours à l'égard de ceux qui seraient tentés, par exemple, de mettre en place une république islamique sur le modèle de l'Iran en Irak. Oui, Étienne, l'annonce de ce congrès général, il y a un peu plus d'une heure, qui va se tenir donc dans moins d'un mois, est-elle présentée comme le début d'un règlement politique à Washington ? Tout le monde précise que les choses seront très longues de toute façon, tout simplement parce que tout le problème est de mettre en place une structure qui soit suffisamment représentative de la population irakienne. Et l'on sait que cette population est donc représentée par de différentes communautés, qu'elles soient religieuses ou ethniques. Donc on a franchi un premier pas clairement. Dans un mois sera donc organisé ce congrès national qui va devoir décider de la marche à suivre pour la formation d'un gouvernement irakien intérimaire. Vous savez que c'est l'un des principaux engagements qu'ont pris les États-Unis, redonner le pouvoir aux Irakiens et quitter l'Irak le plus tôt possible. Mais tout le monde a compris depuis plusieurs semaines maintenant que les États-Unis ne le feraient pas à n'importe quelle condition. Merci Étienne. À l'étranger encore et en bref, confirmation en Argentine, les deux candidats péronistes, Carlos Menem et Néstor Kirchner, s'affronteront bien au second tour de l'élection présidentielle dans 3 semaines. Ils ont obtenu respectivement 24,3% et autour de 22% des voix. Le premier prône une politique libérale, le second se situe plutôt à l'aile gauche du parti. L'un des chefs de la rébellion tué en Côte d'Ivoire, Félix Do, qui dirigeait le mouvement populaire ivoirien du Grand Ouest, le MPIGO, a été pris dans une embuscade tendue par des éléments insurgés libériens. L'actualité en France, c'est d'abord cette réforme qui vise à aider les familles surendettées noyées par les crédits. Réforme présentée par le ministre délégué à la ville, Jean-Louis Borloo. Les ménages concernés pourront bénéficier d'un régime de faillite comme les entreprises. Principal intérêt pour elles, l'annulation des dettes et la possibilité de repartir à zéro. Explication Laurence Ostolazza. La faillite civile, c'est l'héritage d'une loi allemande perpétuée en Alsace et Moselle après 1918, une particularité régionale que Jean-Louis Borloo veut étendre à toute la France. Mais qui peut se déclarer en faillite personnelle? Il faut d'abord faire l'objet de poursuites judiciaires et être en situation d'insolvabilité notoire. Mais comment s'y prendre? S'adresser au tribunal de grande instance et demander sa mise en liquidation judiciaire civile. Le juge fait ensuite un état des lieux des dettes et un huissier vient évaluer les biens qui doivent impérativement être vendus, sauf minimum vital.
capital. Ainsi, une liquidation peut être prononcée et les dettes effacées. Le projet de loi concerne pas moins d'1,5 million de personnes en France, soit 500 000 foyers. 64% d'entre eux se sont retrouvés surendettés après un veuvage, un chômage ou une maladie. Une précarité qui ne faiblit pas en France. Chaque année, on compte 140 000 nouveaux dossiers de surendettement. Et un chiffre encore, 72% des personnes surendettées gagnent moins de 1 500 € mensuels, l'équivalent de 10 000 francs. Cette réforme avait de nombreux adversaires, les banques, le fisc notamment, qui craignent qu'elle ne favorise l'irresponsabilité des emprunteurs. Alors est-ce un risque? Vous nous donnerez votre sentiment, Nadia Rousseau. Vous êtes secrétaire générale du Secours populaire du Val-de-Marne et vous rencontrez souvent ces familles. D'abord un détour par l'Est de la France, car on l'a dit, cette procédure de faillite civile existe déjà en Alsace et en Moselle. Alors avec quels effets? Reportage Léonore Gay, Alexandre Decout. À 53 ans, Sylvie n'aurait pas imaginé vivre dans un logement HLM. Il lui a pourtant fallu s'y résoudre après la faillite de la petite pâtisserie qu'elle avait montée. Mais le déménagement n'a pas suffi à éviter le surendettement. Comme je n'avais plus un sou, puisque toutes mes économies étaient parties dans ce commerce, j'avais plus les moyens de payer quoi que ce soit. Et surtout pas 350 000 francs. Donc j'ai fait une demande de liquidation personnelle. Grâce aux dispositions du droit alsacien, les 55 000 € de dette de Sylvie ont été annulés par un jugement en décembre 2001. Mais la faillite personnelle s'applique aux situations de grande détresse, comme celle de ce jeune homme, 30 000 € de crédit à rembourser, le chômage. C'est auprès d'une association qu'il a trouvé conseil. Le tribunal a reconnu sa bonne foi, lui se dit soulagé. De pouvoir à nouveau être serein et de ne pas se dire qu'on va travailler tous les jours pour rembourser des dettes où on n'est pas automatiquement fautif. C'est pas une procédure qui va permettre à des gens de faire des crédits à volo et ensuite d'obtenir l'effacement. C'est pas ça du tout, hein. Il faut qu'il y ait insolvabilité notoire caractérisée. En 10 ans, l'association indique n'avoir jamais décelé de dossiers abusifs. Seule une dizaine de personnes auraient de nouveau plongé vers le surendettement. Sylvie jure qu'elle en a fini avec les crédits, trop heureuse de pouvoir profiter de la deuxième chance qui lui a été accordée. Nadia Rousseau, je précise que vous êtes dans le Val d'Oise et pas le Val-de-Marne. Alors d'abord, simplement, est-ce que vous, qui côtoyez régulièrement ces familles, vous approuvez cette réforme? Oui, je crois que ça va dans le bon sens. C'est une bonne réforme, c'est clair. Simplement, sur le fond, elle ne va pas régler tous les problèmes. C'est sûr que quand il n'y a pas assez d'argent en fin de mois, il n'y a pas assez d'argent. Mais ça permet en effet de, j'allais dire, peut-être, pas de repartir à zéro, mais oui, une seconde chance, ouais. Alors, on l'entendait. Peu de dossiers abusifs dans les départements où cette expérience est en cours, très peu de récidives, mais tout de même, alors que beaucoup de familles se serrent la ceinture pour arriver à payer leurs dettes, est-ce que ce n'est pas un signal qui pourrait encourager l'irresponsabilité de certains qui finalement se diraient bon ben à quoi bon? Il y a des gens malhonnêtes partout. Il y a des gens qui profitent partout, chez les pauvres aussi, mais pas seulement chez les pauvres. Alors bon, je veux dire, bien sûr, mais il ne faut vraiment pas s'arrêter sur ces pourcentages si minimes que ça n'a pas de sens. Je crois qu'il faut se dire que personne ne tombe en surendettement, je dirais, de son plein gré. Et c'est vraiment tellement lourd à vivre, tellement difficile. Nous, on le voit ici tous les jours. C'est tellement insupportable, cette situation où en fin de compte on vit toujours dans la peur de ce qui va arriver. On sait très bien qu'il va se passer quelque chose à un moment et puis en même temps on veut pas le voir, on se bouche les yeux, oui. et puis à un moment c'est la catastrophe et puis c'est l'expulsion et voilà. Vous dites c'est pas de la négligence, c'est plutôt des accidents de la vie, comme on le disait, des divorces, des accidents. Oui, et c'est un enchaînement, c'est un cercle vicieux, on s'en sort pas. Et c'est vrai que ce qui serait important en même temps, c'est de mettre en place des mesures d'accompagnement, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui est vraiment honteux, je dirais, et grave, c'est que les sociétés de crédit, c'est que des grandes surfaces, tout ça permet donne des cartes de crédit comme on donne des petits pains.
c'est ça qui va pas. C'est ça qui provoque aussi. Et là, il y a des choses à faire, il y a des choses, je dirais, de la prévention à mettre en place. C'est pas quand il y a 20 000 francs, excuse-moi de parler en francs, mais de dettes qu'on commence à se poser les questions. Il faut se les poser bien en amont. Et c'est vrai qu'il y a une honte, il y a une difficulté à parler de ces questions. On le voit bien, les familles, on les connaît bien, elles ont notre confiance et on a la leur. Et en même temps, c'est des questions difficiles à prendre en compte. Et voilà, donc je pense qu'il y a vraiment tout un train de mesures à prendre avec ça. Merci Nadia Rousseau pour cet éclairage. Je vous en prie. Merci. Autre texte du gouvernement qui va marquer la semaine, la nouvelle loi sur l'immigration qui vise notamment à instaurer un contrôle plus strict avec des mesures très discutées d'ores et déjà, relevé d'empreintes digitales, augmentation de la durée de rétention, lutte contre les mariages blancs, on en parlera dans les jours qui viennent. Ce soir, on va faire le point sur les contrôles en mer. Les moyens ont été très nettement renforcés depuis 2 ans. Reportage Mathias Hillion, Hugues Buchard. Un cargo qui s'échoue sur nos côtes, 908 clandestins à son bord. Voilà la scène que les autorités françaises ne veulent plus revivre. Depuis l'échouage de l'Ist-Sea il y a 2 ans, la France emploie les gros moyens pour dissuader l'arrivée d'immigrés illégaux par la mer. Ce bâtiment de la Marine nationale participe à une opération européenne. Objectif avec l'Espagne, l'Italie et la Grèce, mieux contrôler le trafic en Méditerranée. Ganeitou, je vais vous envoyer une équipe pour contrôler vos documents de bord et votre équipage. Au large de Marseille, le premier bateau contrôlé est turc. Il se dirige vers Port-la-Nouvelle. Soleil de Victor, on est à bord, on se dirige vers la passerelle. Un cargo rouillé vide de marchandises, potentiellement suspect. Le principal critère là, de l'arrêt de ce bateau et de la visite, c'est le fait qu'il ait une taille inférieure à 100 mètres et qu'il soit sous condition de ballast, c'est-à-dire qu'en fait la plupart des bateaux transportant des clandestins n'ont pas de cargaison. Pas de passagers illégaux à bord du Ganeitou, l'équipage est en règle. Aucun doute sur les identités? Aucun doute, non. Aucun doute. Donc là, on récupère la liste d'équipage. De toute façon, s'il y a un seul doute, de toute manière, les gendarmes là peuvent interroger leur listing, un listing de Schengen. Donc si jamais il y a un nom qui est recherché dedans, on va le savoir tout de suite. Le deuxième navire contrôlé est immatriculé à Saint-Vincent dans les Caraïbes, un pavillon de complaisance. Les marins, eux, sont tous croates. Le commandant Smetian n'est pas vraiment étonné de la visite. Mon bateau navigue toujours en Méditerranée. Les contrôles sont fréquents et prévisibles, surtout quand nous venons de Tunis. Si le commandant est serein, c'est qu'il n'a aucun clandestin à bord. Contrôle en mer, contrôle à partir des airs également. De jour comme de nuit, grâce à une caméra infrarouge, ce Falcon 50 recueille des informations sur les bâtiments suspectés de transporter des immigrés illégaux ou de la drogue. En 3 jours, aucun clandestin n'a été découvert près des côtes françaises. Preuve, selon la Marine nationale, que ces contrôles sont dissuasifs. Toujours à propos d'immigration, vous allez découvrir maintenant des conditions de vie qu'on pensait disparues depuis des années. Un bidonville au cœur de Paris. Il s'agit de ressortissants irakiens, mal informés sans doute, mal conseillés sûrement et décidés envers et contre tout à gagner la Grande-Bretagne. Ils attendent près de la gare du Nord, dans l'indifférence. Reportage Yann Fronty, Alexandra Renard. De la rue, on ne voit pas très bien ce chantier. Un terrain vague, au cœur de Paris. Des hommes dorment ici, des Kurdes irakiens essentiellement. Cela fait plus d'1 mois déjà qu'ils vivent là. Tous les soirs, ils escaladent cette palissade. Par petits groupes quand la nuit tombe. À l'intérieur, la situation sanitaire est plus que précaire. On a tous quelque chose. Moi j'ai des taches noires sur les pieds. J'ai mal et je ne sais même pas ce que j'ai. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres, à pied, en bus, en bateau, sans hygiène, sans médecin. On n'a pas d'autre refuge, pas d'autre choix. C'est terrible qu'un jeune comme moi en soit réduit à ça. On ne mérite pas ça. On est des êtres humains quand même. S'ils ont choisi cet endroit, c'est parce qu'il est à côté de la gare du Nord. À leurs yeux, la porte d'entrée pour l'Angleterre. L'Angleterre, c'est toujours leur Eldorado. Ils savent pourtant que Londres a durci les conditions d'accueil des réfugiés. Mais là-bas, ils ont des parents ou des amis, alors ils attendent que des passeurs viennent les chercher. Qu'est-ce qu'on fait ici? Nous n'avons rien, même pas le minimum.
S'il n'y avait pas quelques associations humanitaires qui nous venaient en aide, qui nous donnaient à manger, on serait tous morts de faim. Cette situation nous rend complètement fous. Combien y a-t-il de lieux comme celui-ci? À Paris, c'est apparemment le premier. Mais entre Calais et Roscoff, en face de l'Angleterre, ils se multiplient depuis la fermeture du centre de Sangatte. Justice, la reprise du procès Elf, 7e semaine d'audience et le déballage continue. Alfred Sirvin, ancien numéro 2 de la compagnie, a affirmé avoir payé 2 anciens ministres allemands et une ancienne Premier ministre française à l'occasion du rachat d'une raffinerie en Allemagne de l'Est. Dominique Verdaillan, Hervé Pozzo. L'ancien espion Pierre Laitier aurait sans doute préféré rester un homme de l'ombre. L'ancien colonel de la DGSE résume sa mission au service d'Elf. D'un mot, le lobbying. 2 ans après la chute du mur de Berlin, Elf a des vues sur la raffinerie de Leuna et la compagnie de distribution Minol. Montant des commissions, plus de 300 millions de francs. Principalement pour les services secrets français et allemands, soutient Loïc Le Floch-Prigent, ce que dément aussitôt Alfred Sirvin et l'espion Pierre Laitier. André Tarallo, lui, penche plutôt pour le parti d'Helmut Kohl, la CDU, mais sans en avoir la preuve. Dieter Holzer, proche du parti allemand, dément tout aussi catégoriquement l'hypothèse du financement politique outre-Rhin. Il faut désormais tordre définitivement le cou à ce qui n'a été qu'une rumeur, et une rumeur, pardonnez-le-moi, médiatique, et en aucun cas une rumeur dans le dossier. Espionnage ou pas, en tout cas, le secret est bien gardé. Impossible de dire ce soir à qui a profité la commission la plus importante de ce dossier, 256 millions de francs. Et comme le disait cet après-midi Alfred Sirvin, dont c'est la devise, moins on en sait, mieux on se porte. Et on passe des énormes commissions présumées aux petites escroqueries. Encore que, nouvelle arnaque à la carte bleue dans une station essence, cette fois près de Montpellier. Grâce à un scanner, les malfaiteurs pouvaient lire les codes secrets des clients. Véronique Gaglione, Françoise Mazou sur place. Le contrôle sur cette machine doit être effectué avant juin 2003. C'est au cours d'une de ces vérifications de routine qu'un employé de maintenance a découvert il y a un mois l'étrange fonctionnement d'un de ces automates. C'est au niveau du scanner une modification qui a été faite, qui permet de lire évidemment la carte et de récupérer les données. Bah ouais, j'ai mis la main d'avant pour pas qu'on voie mon code. Tout simplement. Et même dans les supermarchés, je fais la même chose. Mais vous ne pensez pas qu'on peut lire de l'intérieur? Ah ouais, ça non. Vous pensez qu'on peut lire de l'intérieur? De l'intérieur, les données carte bleue récupérées servaient à fabriquer de fausses cartes qui retiraient depuis l'étranger des sommes allant de 300 à 1200 euros. 20 plaintes ont été déposées, toutes concernent un seul hypermarché, une seule pompe à essence. Il y a certainement eu effraction à l'intérieur de l'automate pour pouvoir y introduire l'appareil. Et ensuite consulter les données? Voilà, justement pour consulter les données, on ne sait pas encore du tout comment ça a été fonctionné. C'est l'Institut de recherche criminelle qui va essayer de le déterminer. Le système est nouveau, encore mal connu des enquêteurs. Seules des cartes en fin de validité ont pu être copiées, signe peut-être que les plus récentes étaient mieux sécurisées. Le cannabis et ses effets devant la justice. 4 jeunes ont été condamnés à des peines de 4 à 12 mois de prison avec sursis. Ils avaient fait fumer un joint à l'un de leurs camarades qui s'était ensuite grièvement blessé en se jetant par la fenêtre. Gilles Marinet, Patrice Brugère. Ce jugement, les parents de Patrick l'attendent depuis 3 ans. Le 15 mai 2000, leur fils de 18 ans, qui a perdu tout contrôle de lui-même, se jette du 4e étage de cet immeuble. Il vient de fumer du cannabis pour la première fois. Selon les analyses, la barrette était un produit très puissant. Patrick a survécu, mais il a failli perdre l'usage de ses jambes. Et 4 jeunes gens qui fumaient avec lui sont accusés, entre autres, de blessures involontaires. Le tribunal vient de prononcer les peines, 4 à 12 mois de prison avec sursis. Des sanctions exemplaires, selon la famille et l'avocat de Patrick. Le message essentiel, c'est de dire que la prise de produits stupéfiants n'est jamais anodine, n'est jamais sans risque, et que de vouloir initier quelqu'un à cette prise de stupéfiants ne peut pas non plus être sans risque. La défense est déçue. Pour elle, personne n'a obligé Patrick à fumer, et ceux qui l'entouraient ne pouvaient imaginer que le cannabis produise de tels effets. Il fallait rapporter la preuve que mes clients avaient conscience du fait que Patrick Dutertre allait se défenestrer en fumant un joint. Ce qui, à notre avis, n'est pas possible et la preuve n'en est pas rapportée. Ses parents vont rejoindre Patrick, qui ne veut pas apparaître devant une caméra toute sa vie. Il gardera des séquelles. Les peines prononcées, elles, vont à l'encontre de la notion de drogue douce.
Autre procès qui commence aujourd'hui à huis clos, celui de ce fait divers qui avait provoqué une émotion particulière. 2 adolescentes sont jugées pour avoir torturé l'une de leurs camarades sans raison apparente. C'était il y a 1 an près de Besançon. Yvan Martinet, Pascal Rédinger. Cachés sous une veste, à l'abri des objectifs, les accusés font une arrivée discrète. La discrétion, un leitmotiv dans ce procès atypique de 2 tortionnaires âgés de 15 ans à peine. Priscilla et Morgane comparaissent pour avoir torturé leur amie Kelly il y a 1 an. À l'aide d'un couteau de cuisine, elle lui avait alors lacéré le visage avant de lui tailler les veines et de lui trancher la gorge. Aujourd'hui, rien ne l'y obligeait, mais la jeune victime a assisté au débat. Ma cliente, qui est une jolie fille, je ne dis pas que les autres ne sont pas bien, mais elle est peut-être plus jolie, elle avait peut-être plus de succès auprès des garçons, mais sans que ça permette de comprendre véritablement ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là. Placés en détention depuis le drame, les prévenus ont réitéré leurs aveux. Aujourd'hui, elle arrive à admettre ce qu'elle a fait, elle en parle, elle pleure, mais elle reconnaît, elle assume. Après une journée d'audience, pratiquement aucune information n'a filtré des débats. La victime et les prévenus qui risquent 20 ans de prison sont entrés par des portes dérobées. Un huis clos total qui devrait durer jusqu'au verdict demain soir. Éducation, le ministre Luc Ferry poursuit sa tournée en France pour expliquer ses réformes, la décentralisation notamment. Étape à Amiens aujourd'hui où il a été accueilli entre autres, vous le voyez, par quelques dizaines de manifestants. La décentralisation au cœur de plusieurs autres défilés aujourd'hui. Des grèves perlées sont également menées dans plusieurs académies. Exemple à Bordeaux, Nabila Tabouri, Laurent Hainaut. Lunettes de soleil et t-shirt, dans les rues de Bordeaux, la température est montée à 30 degrés, mais pour les professeurs, le temps risque de virer à l'orage. Leur long mouvement de grogne, interrompu pendant les vacances de Pâques, est en train de reprendre. Ils ne réclament pas plus de moyens, mais l'arrêt des suppressions de postes. 1 millier de professeurs en moins dans les lycées professionnels et 225 enseignants de moins affectés au remplacement. À court, à moyen et à long terme, ce seront des étudiants en majorité qui effectueront les remplacements en tant que vacataires, avec de grosses différences de compétences et de statut forcément. Les enseignants craignent à terme une certaine précarité, les autres craignent tout simplement pour leur avenir. Les surveillants et aides éducateurs vont disparaître et avec la loi de décentralisation, les assistantes sociales, les médecins scolaires, les conseillers d'orientation et les agents de service ne seront plus salariés de l'éducation nationale mais des collectivités locales. Petit à petit, je suppose qu'on ne sera plus remplacé. Je suppose, on ne sait rien. C'est pour ça qu'on est inquiet, qu'on est dans la rue, parce qu'on ne sait rien. Les examens approchent et beaucoup d'enseignants, bien que grévistes, ont préféré assurer les cours. La manifestation qui a réuni près d'1 millier de personnes est juste un avertissement avant la mobilisation nationale du 6 mai prochain. Économie encore en bref, la Banque de France annonce son plan de restructuration, 2637 emplois supprimés d'ici 3 ans, soit 17% des effectifs. Il n'y aura pas de licenciement, affirme la direction. Sur les 215 succursales, il n'en restera que 96. Le premier bilan des intempéries, et notamment du gel dans le sud de la France, pêche, abricots, cerises. Certains producteurs ont déjà perdu la plus grande partie de leur récolte. Yannick Aroussi, Christophe Larocque. Une branche d'environ de 15 cm, avec à peu près 12-13 pêches, et il ne reste aucune aujourd'hui de vivante, c'est tout desséché. Le spectacle est désolant. Abricots, pêches, cerises n'ont pas survécu au gel qui a duré plus de 12 heures au début du mois. Dans la Drôme, 10 000 hectares sont touchés à 100%. Dans 1200 exploitations, il n'y aura pas de récolte cette année. Il faut déjà qu'on tienne le coup moralement, et puis après... Si on n'a pas d'aide, je pense qu'on n'arrivera pas à tenir et à repartir sur une année prochaine, quoi. La procédure de calamité agricole est engagée. Pouvoirs publics et agriculteurs sont en train d'étudier les barèmes d'indemnisation. Pour les exploitants, il faut que l'argent arrive vite, mais il y a déjà des conséquences inévitables. C'est sur l'emploi une incidence très grave puisque c'est 20 000 salariés saisonniers qui, on sait déjà, d'ores et déjà, n'auront pas de travail cette année. Le travail va pourtant reprendre dans les vergers. Il faut tailler les arbres pour préparer la récolte de 2004. De nouvelles dépenses en perspective pour des arboriculteurs dont les seules rentrées d'argent seront cette année les indemnités.
L'espace, arrivée de 2 cosmonautes sur le site de la station spatiale, le site de lancement pour la station spatiale internationale. Le Russe et l'Américain sont arrivés même dans l'ISS à bord de ce vaisseau Soyouz. Ils vont remplacer les 3 membres d'équipage actuels. C'est le premier vol habité depuis le crash de la navette Columbia qui avait fait 7 morts. C'était en février. Et à propos d'espace, les enseignements du plus grand trou noir jamais identifié, on en sait un peu plus sur la naissance des étoiles. Nicolas Châteauneuf, Bernard Puissesseau. De toutes les questions que se posent les scientifiques, il en est une qui leur donne du fil à retordre, celle de la formation des premières étoiles dans l'univers. Il y a quelques semaines pourtant, des astrophysiciens ont fait une découverte importante en pointant leur télescope vers un quasar. Cet objet très brillant est situé tellement loin qu'à cette distance, sa lumière met 12 milliards d'années à nous parvenir. Une plongée vertigineuse dans l'enfance de l'univers. Grâce à un effet de zoom naturel, ils ont alors découvert un spectacle grandiose au centre d'une galaxie naissante, un trou noir gigantesque, 1000 fois plus gros que celui qui trône au milieu de notre propre galaxie. Tout autour, sur 6500 années-lumière, un disque de gaz et de poussière et la surprise, des étoiles qui s'allument par milliers. Comme il y a beaucoup de gaz et de poussière, en fait, cette matière s'effondre et donc forme des étoiles comme ce qu'on voit dans notre propre Voie lactée, sauf que les ordres de grandeur sont très très différents. Il y a des milliards d'années, naissaient en effet autour de ce trou noir près de 1000 étoiles par an. Aujourd'hui, l'univers est beaucoup moins turbulent. Dans notre galaxie, ces naissances ne se comptent plus que sur les doigts d'une seule main. 2 images de football pour terminer. D'abord le festival Ronaldinho, 2 buts extraterrestres grâce auxquels le PSG écarte Bordeaux et retrouvera Auxerre en finale de la Coupe de France. C'était hier soir. Et puis l'info du week-end, qui a dit que les Anglais étaient fâchés avec les Français, c'est Thierry Henry qui a été élu meilleur joueur de l'année en Angleterre par ses pairs en 4 ans à Arsenal. Il a marqué plus de 100 buts. 2 autres Français avaient déjà été distingués dans le passé, Eric Cantona et David Ginola. Fin de cette édition, merci d'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet. Attention aux orages, 20h55, un téléfilm, L'Adieu. L'info sur France de 22h45, mots croisés avec Arlette Chabot et notamment un débat sur les raisons de l'assassinat du journaliste Daniel Pearl au Pakistan. Que savait-il des terroristes d'Al-Qaïda? Dernier journal, 1h moins quart, Laurence Piquet. On se quitte avec ces images du cadeau du dernier tsar de Russie à son épouse. C'est la pièce maîtresse d'une exposition de Fabergé à Moscou, cette œuvre que l'on pensait détruite. À demain.